Yippee-ki-yay, motherfucker. Et non seulement t'es vulgaire, mais t'es ordinaire en plus. Dick Laurent is dead. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Transmission, la table ronde cinéphile Made in Belgium. C'est le 27e épisode, on est très heureux encore une fois de vous retrouver parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Aujourd'hui, 3 films au programme, nous allons parler donc de Werk ohne Autor ou Never Look Away, le film de Florian Henkel van Donnersmarck. C'était difficile, merci de vos applaudissements. Ensuite, on parlera de Green Book, le film de Peter Farrelly, et on finira avec If Beale Street Could Talk, le film de Barry Jenkins. Je suis encore une fois bien entouré avec mes camarades. Monsieur Manuelas, comment allez-vous ? Bien, Olivier. Eh bien, tu nous as demandé de commencer sur le film de Florian Henkel van Donnersmarck, Werk ohne Autor, parce qu'on sait que tu aimes particulièrement les films de nazis. Donc je voulais savoir quel était ton nazi préféré au cinéma. Eh ben, pour faire un parallèle avec un autre grand film sur cette même période d'occupation nazie, je prendrais le rôle de Sébastien Korh dans le film de Verhoeven, Black Book. Sébastien Korh, qu'on retrouve donc au programme de ce Werk ohne Autor. Tiens donc, Lucien, au lieu de m'apprendre à prononcer l'allemand, comment vas-tu ? Fort bien, et vous ? Et toi, donc, tu as dit que tu commencerais par Green Book. Donc, si jamais tu devais prendre le personnage de Viggo Mortensen à un concours de bouffe, qu'est-ce que tu choisirais comme terrain ? Je tenterais pas les hot dogs, du coup, on partirait sur un poulet masala ou un tchéboujen, un truc comme ça. Très bien, tu nous expliqueras tout à l'heure pourquoi, vu que c'est toi qui commences sur le film. Et enfin, nous avons monsieur Julien Rombaud qui est là. Julien Rombaud, comment vas-tu ? Très bien, merci. Et c'est toi qui vas commencer sur le film de Barry Jenkins, If Beale Street Could Talk. Et toi, si les murs de ton appartement pouvaient parler, qu'est-ce qu'ils nous raconteraient sur ta soirée d'hier soir ? Sur ma soirée d'hier soir, pas grand-chose parce que je ne les ai pas vus, les murs de mon appartement. Ouh. Oh là là. Bon, après cette intro magnifique, avant le début des hostilités, je voulais juste faire une petite parenthèse pour vous parler de la coopérative Ciné-Cité qui lance un projet de cinéma coopératif et de proximité à Bruxelles, donc un nouveau petit cinéma qui ouvrira très bientôt aux casernes d'Ixelles. Le cinéma s'appellera le Kinographe et donc l'équipe de jeunes dynamiques qui est à l'origine de ce projet lance un crowdfunding sur KissKissBankBank pour accomplir leur projet dans les meilleures conditions. Et lors de la prochaine émission, celle de mars, l'un de leurs représentants sera invité à notre micro pour en dire un peu plus. Donc leur crowdfunding est actif jusqu'à la mi-mars. C'est encore une fois sur KissKissBankBank, le Kinographe avec un K. Et vous pouvez aussi trouver les liens sur la page du Passeur Critique, la page ou aussi notre compte Twitter. Nie wegsehen, Kurt. Alles, was war, ist schön. Arbeitet an eurem Handwerk. In den Dienst am Volk. 12 ans après le succès de La vie des autres et 8 ans après le semi-échec américain de The Tourist, enfin en tout cas apparemment c'est un échec complet au niveau critique, je n'ai pas vu le film, mais c'était plutôt une réussite commerciale je crois. Le scénariste et réalisateur allemand Florian Henkel van Donnersmarck revient avec un film très librement inspiré de la vie du peintre Gerhard Richter. Le film a été présenté au Festival de Venise puis à Toronto l'an dernier avec un certain succès et représente cette année l'Allemagne aux prochains Oscars. Le film s'intitule donc Werk ohne Autor, soit Travail sans auteur, et est aussi distribué sous le titre Never Look Away, donc ne détourne jamais le regard. Le pitch c'est quoi ? De 37 à 67, le film suit la vie du peintre Kurt Barnert, de son enfance dans l'Allemagne nazie marquée par sa relation à une tante schizophrène qui sera internée et tuée par les nazis, jusqu'à une première exposition en République fédérale d'Allemagne. Ceci en passant par ses années de formation à l'Est et sa rencontre avec sa future femme Ellie, dont le père a tenu un rôle clé dans le destin de notre héros.
Le film est interprété par Tom Schilling, qu'on avait vu dans Oh Boy, Sébastien Corr, donc, de La vie des autres, Black Book ou aussi Le pont des espions, et Paul Habert, qui jouait dans France de François Ozon et qui sera bientôt dans Le chant du loup, un film de sous-marin français. Voilà. La photo est signée du vétéran Caleb Deschanel et la musique est de Max Richter. C'est donc Manu qui va commencer sur ce film. Manu, qu'as-tu pensé du film de Florian Henkel van Donnersmarck? Excellent film, Versteinfreur, Grenard, excellent film. Non, je dirais pas jusque-là excellent film. Disons que j'ai plutôt apprécié le film. Je suis tout à fait conscient de ses défauts, notamment une certaine lourdeur dans certains passages dialogués qui surlignent beaucoup de choses, un aspect mélo très prononcé qui a une tendance à sortir du film. Après, j'ai apprécié que ça soit pas le film d'indignation attendu qu'on peut voir se décider dans les 15-20 premières minutes, parce que indignation est tout à fait légitime, mais ça fait rarement forcément du bon cinéma, et la manière dont le film s'aventure plus sur la notion de résilience, notamment la scène de révélation, que je trouve assez bien découpée dans la manière dont il fait appel aux souvenirs, au niveau de la photo, une certaine amplitude à un moment au niveau du découpage, qui n'est pas le cas forcément de tout le reste du film, mais qui en ce moment est vraiment incarné et belle, et je trouve que c'est assez intéressant de se rendre compte qu'en fait, nous, on a une certaine clé parce que le film joue sur une ironie dramatique qui permet de savoir qui a été le responsable d'un des traumas fondateurs du personnage, à savoir la mort de sa tante. Tu as toujours cette notion-là qui était amenée, mais le personnage principal, lui, ne l'a pas forcément, et tu ne devineras jamais vraiment s'il en a pleinement conscience. Et cet aspect-là d'un artiste qui n'a pas forcément les clés sur son œuvre est assez beau et assez bien amené, je trouvais. Voilà, après je trouve que c'est un film aussi, malgré tout, qui tu sens très fortement un tournage à 2 caméras avec souvent des changements de plan, avec des échelles de plan assez proches, qui fait qu'à des moments au niveau il y a un découpage qui quelquefois me saute aux yeux, notamment dans toute la première partie du film. Ce tournage multicaméra a tendance à lisser quand même vachement la photo de Deschanel, je trouve, qui est assez quelconque. C'est pas un film qui me restera longtemps en tête, mais j'y allais quand même en traînant un peu les pieds de voir un film de 3 heures sur ce type de période de l'histoire, et j'ai quand même pas vu le temps passer, ce qui est déjà quand même un petit exploit. Très bien, qui veut enchaîner, monsieur Alflans, peut-être? Je vais me ranger du côté de Manu, dans le sens où j'ai en effet passé un bon moment pendant 3 heures, ce qui est en soi un tour de force. Surtout que, comme Manu, j'y allais entrer dans les pieds. Maintenant, le film est bourré de défauts, je pense. Surtout dans ces 3 premiers quarts d'heure, je dirais que c'est ce qui, moi, m'ont posé vraiment problème et m'ont fait assez peur pour la suite. Au final, je pense que le film est trop ample par rapport à ce qu'il est, qu'il brasse beaucoup trop de sujets, donc il ne va jamais au fond de ce qu'il veut raconter, voire qui parfois perd son point de vue. C'est un florilège de grands thèmes qui pourraient à eux seuls remplir des films de 3 heures, sur les régimes totalitaires, sur la création, sur la parentalité, sur la filiation, le poids du passé, enfin toutes ces choses. Donc voilà, je pense que le film est trop plein et ça le rend parfois un peu vain dans sa volonté de raconter ces choses-là. Au début, je le trouve même problématique et dans son rapport justement, comme le disait Manu, à cette période de l'histoire, et même à certains moments un peu putassier, une sorte d'emphase voyeuriste comme ça qui est un peu. La scène de la chambre à gaz est il aurait quand même franchement pu s'en passer. La scène de la chambre à gaz, la mort du père, je la trouve. Je vois pas en quoi elle est problématique. Moi non plus. Elle est très emphatique et un peu voyeuriste. La manière dont est filmé le bombardement, je trouve que c'est pareil. Il y a plein d'exemples comme ça que je trouve dans la première partie. Après, il déroule sur autre chose, donc c'est moins problématique. Je trouve quand même le film un peu prévisible, autant dans sa narration que dans sa mise en scène. Quand un mouvement de caméra démarre, on sait exactement à l'avance où il va s'arrêter. J'ai aussi eu un peu du mal, Olivier va peut-être en parler, mais le rapport qu'il a... Au corps des femmes ? Au corps des femmes, je laisserai en parler, la nudité, qui est j'ai rien à dire là-dessus. La naissance de la création. C'est un peu lourd, mais bon, voilà, c'est pas désagréable à regarder. Tu peux redonner cet argument, parce que moi, je n'ai rien à dire là-dessus. Sur la nudité, voilà, juste c'était cool de voir cette fille qui est très jolie, toute nue, mais... Non, je pense qu'il y a un lien fort entre l'art pictural avant l'abstraction, sur lequel le film a un discours, entre la nudité féminine et la nudité en général d'ailleurs, et la peinture et le dessin qui est très très fort.
quand il parle de naissance, de la création, de comment l'art d'un artiste naît en lui, visiblement ça a eu une forte influence sur lui, il en parle, il en fait même un tableau célèbre. Je pense que c'est sa volonté, c'est de raconter ça, et puis bon, il y a le côté maternel, quand on sait à quel point le film parle de la parentalité, de la filiation et de ce genre de choses. Je pense qu'il y a une lecture à aller chercher de ce côté-là. Maintenant, je trouve comme Manu qu'une fois que le film laisse de côté cette grandiloquence, ce ton un peu grave et solennel du début qui moi me déplaît assez bien, et qui décide vraiment de se plonger, en fait, à partir du moment où le personnage est adulte, et que le film choisit de se plonger dans la naissance et la renaissance de ce personnage, le film devient assez captivant. Voilà, 3 heures, le film est jamais, en tout cas jamais ennuyant, même s'il m'a posé problème dans sa première partie. Julien. Oui, je rejoins plus ou moins mes camarades, notamment sur ce que tu viens de dire, Lucien, à propos, et ce que tu as dit aussi, Manu, à propos de la longueur et du fait que jamais on ne s'ennuie. J'ai passé un bon moment, pareil. Moi, je trouve quand même que, effectivement, il y a presque un trop-plein de thèmes et un trop-plein de grandes idées dans le film qui viennent parfois le ternir un petit peu un fil qui aurait pu être plus ténu, plus délicat, mais je trouve qu'il est quand même assez fort et assez subtil pour que la mise en scène soit au service du film et pour que la sobriété de la mise en scène soit au service de l'histoire qui se raconte. Comment il entrelace dans l'écriture, dans le scénario, dans l'écriture, comment il entrelace les souvenirs de jeunesse, les conséquences sur la vie du perso, de l'auteur, enfin du peintre, donc je trouve ça assez fin, malgré qu'il y ait des lourdeurs dans le film. Au niveau des transitions, comment il passe d'une scène, d'une époque à l'autre, au niveau des ellipses, etc. Je trouve c'est toujours, malgré tout, il arrive à faire passer ça de manière subtile et ludique. Je trouve qu'il y a des très belles scènes aussi, vous l'avez dit, mais pendant 30 minutes, je trouve le film décolle énormément à partir de la liaison entre les deux amants, les deux jeunes amants, de la fuite dans l'arbre, et je trouve qu'il y a vraiment Ça, j'ai trouvé que c'était une super scène aussi. La première nuit qui passe ensemble avec la fuite du gars à travers la fenêtre et la révélation sur le personnage du père, c'est vraiment bien géré. Quand je parlais de mélange des genres, je trouve que cette scène-là le combine très bien, puisqu'il y a un moment, d'un coup, revient à l'avant-plan un personnage qu'on avait presque un peu oublié du début du film. La manière dont il l'introduit dans le plan, et t'as même deviné avant même de voir son visage qui est ce personnage qui va apparaître. Et c'est en ça que je trouve que le film est assez fort dans cette notion de résilience, de ce qui va revenir dans le champ du récit. Et puis le contraste avec la scène juste après, avec l'amant qui s'enfuit et la mère en bas qui récupère les fringues, etc. Et ce mélange tout d'un coup d'un retour du tragique et un élément totalement comique et qui se marie très très bien. C'est ça que je veux dire quand je parle de comment il marie effectivement les genres. Et je trouve que voilà, il est quand même constamment, ou très souvent disons, sur le bon équilibre et avec un bon dosage, comment il distille les choses. Je le trouve assez fin en fait, malgré ce que vous disiez. Voilà, je trouve qu'il est fort pour ramener les petites choses et la réminiscence de certaines choses, comme Manu disait, avec certains personnages, certaines phrases, certaines images qu'on a vues plus tôt, comment il les fait revenir, et notamment le dernier plan qui m'a assez touché, que je trouvais assez beau. Je vais juste dire un mot, quand je parlais de prévisibilité, il y a parfois une évidence, et ça c'est plutôt une qualité. Cette prévisibilité dont je parlais n'est pas qu'un défaut. Ok, bon, vous avez dit beaucoup de choses déjà, vous avez parlé longuement du film. Globalement, je suis d'accord avec vous. Je trouve que les trois acteurs principaux sont assez bons. Il y a vraiment beaucoup de qualité dans le film. Après, il y a quand même pas mal de trucs qui me posent certains problèmes. Comme tu disais, Lucien, principalement, je pense que le problème, c'est que Florian Henkel von Donnersmarck, il veut un peu trop en faire. J'ai l'impression qu'il ne choisit pas vraiment son axe. C'est-à-dire qu'il veut faire un film sur l'Allemagne post-Deuxième Guerre mondiale. Il veut faire un film sur l'éveil d'un artiste. Il veut faire un espèce de thriller. Donc il y a beaucoup de choses. La chose que je préfère là-dedans, c'est le dilemme de l'artiste et comment lui va se trouver en tant qu'artiste. Je trouve qu'il y a un chouette dilemme sur le rapport bloc de l'Est, bloc de l'Ouest, avec le fait d'être un artiste pour le peuple ou d'être un artiste pour soi, et l'espèce d'entre-deux que le personnage
personnage va trouver. Et même avec la comparaison avec le discours critique des nazis sur l'art, celui du bloc soviétique et jusqu'au... Et le rapport même politique entre individualisme et socialisme, etc., qui est hyper intéressant, mais il va pas très loin. Mais en fait, il n'est pas assez précis parce que ce qu'il y a, c'est que, comme je disais, il y a plein de films en un seul. Et ce qui est très bizarre, c'est que finalement, il est bizarrement écrit ce film parce que tu as des grands mouvements comme ça. Juste après la scène de la découverte du papa de Ellie, on a 40 minutes qui sont quasiment de l'ordre du thriller, où ce personnage du père va avoir une très très grande importance, et puis après il passe à l'ouest, et là t'as 40 minutes qui sont de l'ordre plus d'une espèce de découverte de soi, mais qui est traitée sur le ton de la comédie, avec cette scène de la découverte de l'Académie de Düsseldorf que je trouve pas aboutie, alors qu'il y a des scènes que je trouve très belles dans la mise en scène, et d'autres que je trouve assez maladroites. Et en fait, moi j'ai un gros problème quand même avec le moment où le personnage du père va être confronté... du beau-père. Du beau-père, oui, va être confronté à l'aboutissement artistique de son beau-fils. Là, il se passe quelque chose qui est quand même clé, et je trouve que ça n'amène pas à grand-chose, et que justement le réalisateur, après une très belle scène où lui va commencer à dessiner les photos, puis regarder les rapports de lumière, etc., il y a quelque chose de très beau, et puis la confrontation qui est tout de suite derrière, qui est sur base d'un chant contre chant entre le père qui est un peu emmerdé, mais ça va parce que c'est Sebastian Korsch, c'est un bon acteur, et l'autre qui fait que des espèces de mouvements de paupières comme ça. Je trouve que c'est très pauvre, que les fils se rejoignent pas en fait. Ben c'est parce qu'il y en a un qui a conscience de ce qui est sur la toile. La toile révèle au beau-père son moi le plus profond, ce qu'il est réellement, et ce que ne sait pas l'artiste qui a peint. Ouais, mais je trouve que c'est pas satisfaisant au niveau dramatique. Elle est peut-être pas complètement aboutie, mais c'est quand même une partie de ce qui me satisfait dans le film, parce que justement, il évite ce côté justement de film d'indignation sur les méfaits du nazisme, et de revenir à ça. Il tient pour le coup son propos, qui est justement sur cette identité qui va te questionner au travers d'une œuvre d'art, et qui se fait là sur un rapport en fait très intime. Ouais, mais et ça devient pas un film de procès. Julien, tu voulais ajouter quelque chose ? Simplement, je comprends les réserves, etc., mais je trouve qu'on fait un peu les fines bouches, parce que je sais pas, j'ai l'impression que pendant 3 heures, effectivement, on est quand même emmené dans quelque chose qui nous a quand même emporté tous les 4. Et donc Julien, tu veux conclure là-dessus en disant que ça nous a quand même plutôt plu et qu'on fait un peu la fine bouche, c'est ça ? Oui, c'est ce que je disais, je l'ai déjà dit, non? Très bien, nous allons enchaîner avec Green Book, le film de Peter Farrelly. Yeah, some guy called over here, a doctor. He's looking for a driver. You interested? I am not a medical doctor. I'm a musician. I'm about to embark on a concert tour in the Deep South. What other experience do you have? Public relations. Nous parlons donc de Green Book, le premier film signé Peter Farrelly uniquement, lui qui a fait équipe avec son frère Bobby depuis le début des années 90 avec des hits comme Dumb and Dumber ou encore Marie à tout prix. Certains films d'excellente réputation comme par exemple 2 en 1, mais aussi des échecs comme les Three Stooges ou Dumb and Dumber 2, plutôt ces dernières années. Qui sont plutôt des bons films. Oui. Qui selon Manu sont plutôt des bons films. Alors, ici, assez éloigné des comédies potaches qui ont fait son succès, Peter Farrelly signe un road movie / buddy movie inspiré d'une histoire réelle qui reste toutefois sur un ton volontiers comique tout au long du métrage. Depuis sa présentation au Festival de Toronto l'an dernier, le film se taille une excellente réputation, notamment pour l'interprétation de son duo d'acteurs principaux, Viggo Mortensen et Mahershala Ali, et fait figure d'outsider aux prochains Oscars. Le pitch, c'est quoi ? Au début des années 60 aux États-Unis, le portier roublard et bon vivant italo-américain Tony Lip, c'est Viggo Mortensen, se retrouve brusquement sans emploi. Pour subvenir aux besoins de sa famille, il accepte alors de conduire et de protéger le pianiste, le Dr. Don Shirley, lors d'une tournée de 2 mois dans le sud des États-Unis. Le film raconte les débuts de leur amitié alors qu'ils traversent des territoires où le racisme envers les personnes noires est encore implanté, voire institutionnalisé. Lucien, qu'as-tu pensé du film de Peter Farrelly ? Mais je pense que c'est le genre de film qu'il est difficile de ne pas aimer. On parlait d'évidence tout à l'heure en parlant de Verkenhauter. Là, on est vraiment sur un film d'une évidence, d'une limpidité, d'une fluidité absolue. Un film classique à la Capra presque, mais qui jamais ne se part d'une réflexion néoclassique qui peut parfois alourdir ce genre de film. C'est un pur film d'un Farrelly,
comme ceux qui faisaient en couple. C'est l'éternelle histoire de deux outsiders qui vont apprendre à se compléter, à s'élever au-delà de au-dessus de leurs conditions limitées, je veux dire. Ici, selon la tradition du road movie, au cours d'un trajet, où c'est quand même deux opposés rassemblés dans un véhicule qui vont traverser un espace pour se remettre en question, aller chercher à l'intérieur et s'améliorer, entre guillemets. Je trouve que c'est une très belle manière de raconter et de louer la beauté de l'Amérique cosmopolite, beaucoup plus intelligemment que dans un film dont on parlera un peu plus tard. On peut encore parler d'évidence dans son propos, mais c'est tellement beau, je trouve, cette croyance qu'il a en l'humain, à son dépassement de la bêtise, cette croyance absolue qu'il a. C'est presque désuet aujourd'hui, mais cette espèce de croyance absolue, on le sent dès le début, en l'happy end, comme presque une évidence et une volonté presque sociologique de réconcilier deux opposés par l'épicurisme, on pourrait dire, je trouve d'une certaine manière, je trouve ça vraiment très beau. Non, je vois que Julien a envie de parler, donc je reviendrai sur toutes les autres qualités du film après. J'avais encore l'air d'un chouette type, j'ai l'impression. Enfin, j'ai quelques petites réserves sur le film qui sont mineures par rapport au plaisir quand même qu'il procure, et effectivement l'évidence que c'est le plaisir de cinéma, mais c'est simplement, en deux mots, j'adore vraiment beaucoup la première partie, comment il pose en 5 minutes, en 10 minutes ses personnages, comment il présente, comment il place son cadre, le contexte, etc. Je trouve ça assez virtuose. Je trouve que le duo d'acteurs, bon évidemment c'est l'une des forces du film, mais je les trouve vraiment balèzes pour le coup. Je me suis demandé pendant la projection si j'avais déjà vu, peut-être j'ai pas vu tous ces films, loin de là, mais Viggo Mortensen mauvais, et je me suis dit qu'en fait c'était quand même un des meilleurs acteurs, je crois, du monde en ce moment. Il est quand même assez incroyable, je trouve. Mahershala Ali est génial aussi. Oui, vraiment, les deux sont impeccables et c'est très touchant. Et je trouve qu'il y a une belle naïveté dans le film. Enfin, la seule petite réserve que j'ai l'impression le regard qui pose sur le racisme et la critique sociale. Alors, c'est pas évident de s'en dépatouiller, mais je trouve que pendant toute une partie du film, il n'y a pas vraiment d'acte pris, et je crois que ça va susciter un débat, ça va être chouette. Il n'y a pas vraiment d'acte pris par rapport à ce qui peut se passer. J'ai l'impression qu'il est dans le constat de dire tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas aller là, tu es comme ça, et que ça manque de, je sais pas si c'est de point de vue, mais d'une manière de prendre le problème à bras le corps et d'en faire quelque chose cinématographiquement. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on a simplement le problème qui est posé et qu'on n'en fait pas grand-chose, sauf à la dernière scène du restaurant, où là il y a la décision de ne pas jouer, etc. Et effectivement, là je me dis enfin ça arrive, mais je trouve qu'avant il y a un constat qui est posé sans qu'on en joue suffisamment. C'est sûr que le film n'est pas, est pas hyper conflictuel et pas d'une certaine manière, comme a tendance à le dire Toré, est pas très à l'heure. C'est-à-dire que c'est pas un film qui est furieusement contemporain dans son propos, mais c'est tellement subtil que moi, ça me pose à aucun moment problème. Bon, déjà, en effet, tu te réponds à toi-même en évoquant la scène du restaurant. Ce que je trouve chouette, moi, dans le parti pris du film, c'est que le personnage du docteur Piano, là, c'est sa volonté de partir justement se prendre des coups dans la gueule et d'aller faire cette tournée dans le sud. Ça, c'est déjà un acte engagé. Qui est déjà un acte engagé et qui témoigne d'une foi du personnage, et je pense aussi des Farrelly, en le changement possible des masses et en l'éducation, en fait. Et tu dis qu'il n'y a pas assez d'engagement dans le film, dans la mise en scène. Moi, je trouve que c'est absolument faux, parce que le film est rythmé, mais merveilleusement rythmé. Merveilleusement cadré. D'ailleurs, je trouve qu'il dans les scènes de bagnole, il arrive vraiment à sublimer les différences de personnalité. Bon, il y a le rythme et il y a les acteurs qui jouent beaucoup, mais je trouve qu'il y a des jeux de passage de points, de cadres, de valeurs, de plans qui sont vraiment très très intelligents là-dessus, qui sont vraiment, pour moi, de l'orfèvrerie. Mais dans son montage, je trouve qu'il raconte beaucoup de choses. Un montage qui n'est visible que quand c'est pour ou bien raconter un gag. Et ça, je trouve c'est brillamment fait, mais ça, ils l'ont toujours fait. Ouais. Mais aussi, il y a une scène que je trouve vraiment géniale. C'est celle où on voit le docteur Piano, comme dit Oli, juste avant une scène de révélation importante qu'a Mahershala Ali envers Viggo Mortensen sous la pluie, et juste avant un acte d'humiliation où ils vont se faire, enfin, on va pas trop en dire, mais
où les forces de l'ordre vont plutôt les humilier. C'est-à-dire qu'on voit les mains noires se déchaîner sur des touches de piano noires et blanches. Et puis on voit quelques plans plus tard les mains blanches de gens en costume cravate qui l'applaudissent, qui l'acclament. Et puis ce brouhaha d'applaudissements se transforme en pluie sur le capot de la voiture, un capot de la voiture qui les protège. Et puis ils sortent sous la pluie. Et dehors sous la pluie, là il se livre, il pleure même. Il se livre à Viggo Mortensen. C'est vraiment, voilà, d'une manière purement cinématographique de raconter que les acclamations que reçoit ce personnage n'empêche pas de ressentir l'oppression. Ce à quoi Mortensen rebondit en disant que lui aussi fait partie d'une minorité parce qu'il est italo-américain. Je trouve que tout ça, c'est d'une finesse, c'est d'une intelligence, et c'est fait mine de rien. Mais c'est surtout qu'il dépasse l'aspect de purement conflit racial pour le poser aussi sur le terrain social, quoi. Absolument. Et justement, le fait que le passage à l'acte se passe justement dans un hôtel extrêmement guindé. Il y a aussi quand même un rapport de classe au-delà de l'aspect racial qui est posé. Tu parles justement de cette scène sous la pluie suite à la discussion que Mahershala Ali a eue avec Viggo Mortensen, et la récurrence aussi des 2 arrestations de police, une qui se termine mal et une autre qui est beaucoup plus solaire, et qui montre aussi le trajet à l'œuvre dans le film, cette idée de par la récurrence de tes actes, de ce que tu vas faire, tu vas modifier le comportement des gens et les changer. Je trouve que le film est pour le coup beaucoup plus à l'œuvre sur ce terrain-là, à la fois cinématographique et politique. Tu parles effectivement d'une limpidité, d'une simplicité du film. Il y a quelques moments, on peut dire un peu quelquefois cousu de fil blanc sur certains aspects, mais il y a ce côté feel-good movie qui fonctionne très bien. Il y a un rythme inégalable. Il y a un côté justement aussi très intéressant dans cette structure de buddy movie, c'est d'inverser aussi les rôles, et justement le noir est plus haut entre guillemets socialement que le blanc, et de jouer de cet aspect comique tout du long, quoi. Mais en fait je crois que le personnage de Mortensen est tellement décrit et montré au début comme quand même une grande force brute, etc. C'est peut-être là-dessus que quand je parlais de comment réagir à la problématique, c'est qu'il n'ose jamais lever le doigt et qu'il n'ose jamais faire quelque chose en étant présent vis-à-vis des actes racistes et ignobles des gens envers le docteur Piano. C'est peut-être ça qui m'a manqué. Et parce qu'il lui-même n'est pas au clair, il est encore dans un entre-deux sur ces questions. Quand tu vois la scène avec les ouvriers noirs qui viennent chez eux, qui est brillamment montée, cette scène. Qui est quand même vachement forte. Enfin, je veux dire, elle marque le personnage de Viggo Mortensen d'une manière très très forte, cette scène-là, avec les ouvriers, les 2 verres jetés à la poubelle, etc. Quelque chose qui est un peu, je trouve, qui est un peu trop élevé par rapport au reste du film, je trouve. Je trouve que c'est une scène qui est un peu trop au niveau de l'écriture. Pour le fric, au départ. Ouais, mais je trouve qu'il y a un déséquilibre à ce moment-là. Il n'est pas montré comme franchement raciste dans cette scène-là. Il y a justement un entre-deux parce qu'il n'a pas de réaction vis-à-vis de ce que dit sa famille. Ce geste des 2 verres, en fait, il le fait tout seul. Il attend même qu'on ne le regarde pas. Justement, c'est ça qui est terrible. Je pense pas que ce soit un geste fondamentalement raciste, calculé. Il le fait parce que c'est comme ça qu'il sent qu'il doit faire les choses, quoi. Il a été éduqué aussi. C'est ça, c'est une question de background. Moi, je trouve ça place tout le background du personnage, cette espèce de mec, pour lui, dans son cocon familial, communautaire, etc. Un black partage pas le même verre que toi, c'est juste ça. Et le geste de jeter les verres à la poubelle, je trouve que c'est un peu trop fortement dosé. Mais sinon, voilà, j'ai, comme toute personne normalement constituée, je crois que j'ai bien aimé le film. Et surtout, ce que vous avez pas dit, c'est que c'est un film qui est quand même vachement bien écrit. On n'a pas arrêté de le dire. Mais si, mais on sait très bien où le film va, mais en même temps, il prend toujours des détours relativement inattendus. On sait où ça va, mais ça va quand même toujours avoir la petite touche qui va nous surprendre, la blague qui va pas être exactement celle qu'on attend et qui va réussir à vraiment nous faire rire. Et qui passe pas en force. Voilà, et qui passe pas en force. Là-dessus, par exemple, il y a un truc que j'ai trouvé vraiment très très bien écrit dans le film, c'est la dernière réplique du film, en fait, celle que la femme de Viggo Mortensen va glisser à l'oreille de Mahershala Ali. Je trouve ça brillant parce que d'un coup ça clôt une ligne narrative, c'est inattendu, c'est drôle, et ça rajoute sur un personnage qui est encore plus malin que ce qu'on pensait à la base, quoi. Donc c'est du Capra, moi je vous dis, c'est du Capra. Il y a une très très grande qualité au film, c'est qu'il ne s'appesantit jamais. Il traite ses sujets, mais il n'y a aucune scène qui est lourde. On a
un sentiment de ne jamais être au stabilo. Les personnages sont incarnés, ils sont pas univoques, ils ont vraiment une profondeur, ils sont ambivalents, ils sont... Et on apprend constamment sur eux. Ils sont complexes, quoi. Ouais. Et on apprend constamment sur eux au fur et à mesure. Il y a aussi le personnage de Tony Lip, il est un peu roublard, ouais, mais par exemple, il y a un moment qui vient juste après qu'on découvre un peu plus sur le docteur Piano, on découvre un peu plus sur sa sexualité et la manière dont Viggo Mortensen va réagir, ça lui rajoute encore tout un background et tout un côté beaucoup plus complexe qu'on ne l'avait subodoré jusqu'alors et voilà, tout le temps. Et puis c'est pas que dans les dialogues, il y a cette scène aussi d'arrêt sur la route où il se retrouve face avec ces ouvriers qui travaillent dans les champs et ce personnage Marshall Ali qui les regarde et cette confrontation et tout ce qui est dit en sous-texte dessus est vachement beau, quoi. C'est ça le cinéma. C'est un petit film mais qui a tout d'un grand. Merci pour cette belle conclusion. Nous allons maintenant passer au ring de boxe en parlant de If Beale Street Could Talk, le film de Barry Jenkins. C'est un grand film qui a tout d'un petit. You ready for this? I've never been more ready for anything in my whole life. You know I love you. No matter what happens. I'm yours in your mind, and that's it. You and me all the time. Honey, there's something I gotta tell you. Alors, après le succès et les Oscars de Moonlight, son réalisateur Barry Jenkins revient aujourd'hui avec une adaptation du roman If Beale Street Could Talk de James Baldwin. Le pitch, c'est quoi? Donc, ça se passe à Harlem au début des années 70. Tish a 19 ans et Fonny a 22 ans et ils s'aiment. Fonny est accusé d'un viol et est mis en prison. On sait dès le début du film que c'est très très improbable que ce soit lui l'auteur de ce viol. Tish, qui est enceinte de Fonny, va essayer de prouver l'innocence de son bien-aimé avec l'aide de sa famille. Le film est interprété par Kiki Lane et Stephen James dans les deux rôles principaux. La photographie est de James Laxton qui avait déjà signé celle de Moonlight. Julien, qu'as-tu pensé du film de Barry Jenkins ? Ayant plutôt aimé Moonlight et aimant l'écrivain James Baldwin, qui est, je trouve, un modèle d'engagement et de révolte, justement, j'en attendais pas mal. Et je trouve que c'est un film qui se veut très ambitieux et profond et dense, et qui en fait cherche tellement à charger, à susciter l'émotion que tout est lourd et appuyé. J'étais très déçu. Je trouve que ça joue très en force, très appuyé, c'est empoulé. Je trouve qu'il y a une gravité exagérée, que c'est larmoyant, que ça appuie, ça tire vraiment sur la corde du pathos, je trouve. Il y a des très belles choses visuelles, il y a une très belle lumière, une très belle photo, mais je suis un peu gêné parce que j'ai l'impression que les qualités visuelles prennent vraiment le pas sur l'engagement et la révolte dont je parlais pour Baldwin, et qu'on est devant une beauté un peu vaine et qui me dérange. J'ai parfois l'impression de voir des magazines de mode américains, etc., dans les costumes, dans le choix du soin apporté au cadre. Après, beau, enfin, je veux dire, c'est beau. Mais Baldwin est tellement engagé, pour le coup, et tellement à vif, écorché par rapport à cette problématique de racisme, etc., sans être manichéen. Et ici, je trouve que, pour le coup, c'est assez schématique, que les Blancs sont souvent... Il n'y a pas vraiment de gros rôles blancs. Après, c'est très, très bien possible. Mais... Comme dans le Cosby Show. Mais je veux dire, ils sont tous méchants ou cons ou xénophobes. Et que le film manque vraiment de subtilité et d'humour, en fait, de distance par rapport à certaines choses. Il y a une ou deux scènes qui fonctionnent bien, qui sont la scène de l'annonce de la grossesse, etc. au début, où je trouve que là, enfin, c'est le début, mais je trouve que là, vraiment, il y a de l'humour, etc., qui manque cruellement pendant tout le film. On pourra revenir sur cette scène de présentation de la grossesse, parce que je suis radicalement en désaccord avec toi, mais je pense que si tu parles de la forme du film, moi le problème c'est que c'est un film extrêmement chichiteux. Il y a une pesanteur dès le début, par la manière dont il pose ses cadres, où tout est surligné, le moindre mouvement de lèvres, le moindre regard. Ça en devient limite parodique pour moi, c'est ce qui fait que cette scène-là qui intervient assez rapidement, l'annonce auprès de la famille, je la trouve extrêmement mal écrite, parce qu'il y a un personnage repoussoir qui est écrit, mais qui est à la truelle, qui est la belle-mère, qui est juste d'une caricature, tout ça pour montrer d'une manière un peu moins victimaire le personnage féminin.
En fait, j'avais quasiment plus de souvenirs de Moonlight 2 ans après, et là, ça m'a rappelé en fait pas les qualités, mais surtout les défauts du cinéma de Jenkins. Je trouve que c'est vraiment un film qui est constamment à côté. Pour le coup, sur cette dénonciation du racisme institutionnel, elle est tellement appuyée avec des personnages comment désincarnés tout du long, parce que les acteurs blancs n'existent pas ou sont des caricatures, mais le casting noir est aussi totalement schématique, n'incarne que des idées, une lourdeur procédurale. Et je trouve pour le coup, dans cette dénonciation d'un racisme institutionnel, le film de Bigelow Détroit était bien plus intéressant dans son travail, dans son implication du spectateur. Là, c'est vraiment un film pour moi de poseur. Je n'ai pas vu Not Nuit Negro, je ne suis pas du tout familier avec le travail de James Baldwin. Je trouve qu'il y a des moments qui décollent, qui sont des moments d'échange dialogués, notamment avec le retour d'un des camarades du personnage principal, et d'un coup la scène vrille au-delà de la drôlerie des retrouvailles, et là il y a quelque chose qui se passe. Il y a une notion quasiment fantastique d'incarnation du mal qui se dégage, mais sinon tout du long je trouve c'est un film qui est très poseur et qui... C'est exactement ça, parce que tu parles de l'adéquation qui n'existe jamais entre l'œuvre, enfin vous parlez tous les deux, de l'œuvre de Baldwin et celle de Jenkins. Non seulement là-dessus, le film, je citais Toré tout à l'heure en parlant de films en retard, mais là on est en plein dedans. Le mec adapte Baldwin, mais sans aucune réflexion sur l'époque dans laquelle il amène le film. Je pense que le film en fait ne pose pas les bonnes questions, tant il est à genoux devant l'œuvre de Baldwin, ce qui se comprend, mais ça ne devrait pas l'empêcher de soulever les questionnements que soulève Baldwin. Je pense que le film a les mêmes qualités, les mêmes défauts que Moonlight, sauf que les qualités sont très très atténuées et les défauts très très accentués. C'est un pur mélo figé dans le papier glacé, beaucoup plus que le grand film d'amour politique qu'il voudrait ou qu'il devrait être. Il n'arrive jamais à évacuer ce qui était brillant, ce que j'aimais beaucoup dans Moonlight, c'est qu'il arrivait à évacuer tout un contexte sociopolitique pour se concentrer juste sur l'histoire d'amour, et il le faisait assez intelligemment. Ici, il se vautre, mais totalement dedans. Il essaie de reproduire le même schéma, mais ça ne marche à aucun instant. Là où il y a un vrai problème, je trouve, c'est que Baldwin est quelqu'un qui est fort dans l'analyse. C'est quelque chose qui était très bien rendu dans I'm Not Your Negro. Et Jenkins est un maniériste chichiteux, et du coup, l'un imposé à l'autre ne fonctionne à aucun instant. Bon. Parole à la défense. Non, moi j'ai plutôt aimé le film, alors que justement j'avais plutôt pas aimé Moonlight. Et en fait, j'en ai une lecture complètement différente de vous, j'ai l'impression. Ça va être assez compliqué ce que je vais avoir à dire, j'espère que vous allez me suivre. Mais en fait, je trouve que ce film, par toute la mise en scène de Barry Jenkins, refuse en fait tout réalisme. C'est une histoire qui ne se veut absolument pas réaliste. Il veut plutôt se placer du côté du mythique, en fait. C'est exactement ce qu'il faisait dans Moonlight. Il veut plutôt conférer à cette histoire un genre de classicisme, un genre de tragédie antique dont on connaîtrait le déroulé. En s'appuyant sur le texte de Baldwin, c'est comme s'il voulait donner des mythes en fait au peuple noir américain, en tout cas des nouveaux mythes, inventer d'autres mythes. Tous les peuples trimballent des histoires avec eux, et là c'est comme si c'était en fait un nouveau mythe, et je pense que c'est pour ça que le titre se réfère à cette phrase « If Beale Street could talk », c'est-à-dire que si cette rue qui a vu tant de noirs naître pouvait parler, alors elle raconterait 1000 fois cette histoire-là, parce que c'est une histoire schématique, parce qu'elle s'est passée en fait 1000 fois. Et s'il prend des personnages aussi archétypaux pour les personnages principaux, c'est dans cette idée-là. Mais moi, ce que tu dis là, je suis absolument d'accord avec toi, c'est pas ça le souci. Je suis absolument d'accord là-dessus, et c'est ce qu'il faisait dans Moonlight déjà, et c'est ce qui fonctionnait pour moi dans Moonlight, ce truc parfois très métaphorique, très allégorique, d'évacuer toute une partie sociopolitique pour vraiment prendre ces personnages et en faire comme tu dis, des sortes de héros mythiques, presque des dieux comme ça à certains instants. C'est pas vraiment ça, c'est plutôt des espèces de mythes fondateurs, quoi. Ouais, c'est ça, mais c'est Adam et Ève, hein, les deux. Il y a presque de ça, quoi. Mais ça fonctionne à aucun instant ici. Ben moi je trouve que ça va. C'est comme ça que je comprends toute la mise en scène en fait de Jenkins. Sa mise en scène très théâtrale en fait de la scène du début avec l'annonce de la grossesse de Tish, avec les entrées, les sorties, le moment aussi où il y a la rencontre avec le policier, où elle va se mettre, Tish va se mettre vraiment entre les deux corps, comme ça il y a un côté très théâtral, dans le mauvais sens du terme, Julien. Dans le mauvais sens du terme. Et aussi dans le côté très imagé. Dès le début du film, il y a un jeu sur la couleur des fringues. T'en as un qui est en bleu sur jaune et l'autre qui est en jaune sur bleu. C'est comme si ils étaient qu'un seul, et on est dans ce registre comme ça, très symbolique,
tout le long du film. Et aussi les acteurs, il les prend forcément très très beaux, tu vois, pour qu'ils symbolisent quelque chose. Pour aboutir à quoi? Pour accoucher de quel mythe en fait au final? Parce que moi je veux bien de dire qu'il cherche à évacuer un petit peu cette notion sociale, raciale, mais pourtant qui est quand même souvent remise à l'avant-plan, pour créer quel mythe. Et moi en plus je m'interroge de voir un jeune cinéaste à ce point conscient de sa forme et de manière quasiment publicitaire. Il y a une sorte de récurrence d'appliquer ce même type de forme qu'on a vu dans Moonlight, qui pour moi à un moment rendent les interactions entre les personnages complètement désincarnées, artificielles. Je me détache du récit parce que j'ai une sorte de filtre Instagram qui est posé dessus, quoi. Ouais, et puis si tu te lances dans cette démarche-là, tu vas pas adapter Baldwin. Tu le fais comme tu l'avais fait avec Moonlight, à partir d'une histoire que tu inventes, que tu crées. Tu vas pas adapter un des plus grands penseurs. Enfin, ça n'a aucun sens. Toute l'œuvre de Baldwin est vraiment centrée sur cette question raciale, sociale, etc. et du combat des Afro-Américains en Amérique. Donc, tu ne peux pas, effectivement, dans ce que tu as l'air de dire, t'en passer ou bien essayer de l'évacuer au profit d'autre chose. Je suis pas d'accord. D'autre part, je trouve qu'il arrive vraiment à créer des beaux moments entre les deux personnages principaux. Tu dis qu'il n'y a rien entre les personnages. Moi, je trouve que c'est pas vrai. La scène où ils viennent de trouver, entre guillemets, un appartement et ils sont à l'extérieur, dans la rue, moi, je la trouve très belle. Je suis touché par l'alchimie qu'il y a entre les deux. D'autre part, je trouve qu'il y a pas mal de trucs techniques dans la mise en scène du film qui fonctionnent. La gestion des silences, notamment. Il y a un silence quand ils sont au parloir, où il y en a un autre quand son pote vient lui rendre visite, t'as une longue scène où ils boivent des bières, etc. Il y a un silence qui s'installe progressivement et qui est là comme une chape de plomb pour évoquer une terreur sourde, et puis après, boum, t'as le son qui revient d'un coup et d'un coup t'es saisi. Je trouve que le travail des ellipses aussi, l'ellipse avec le disque au début, quand ils font l'amour pour la première fois, je trouve que c'est des choses qui sont belles et qui sont bien senties. Tu le défonçais dans Moonlight, je m'en souviens très bien, le travail sur les ellipses, sur ce genre, exactement le même travail. Bah ouais, mais bon, pour moi, ici, le film fonctionne. Pour moi, le film fonctionne ici. Et d'autre part, tu me posais une question tout à l'heure, Manu, mais j'ai oublié. Pour aboutir à quoi cette question de... Mais c'est quoi? C'est cette fin du film, par exemple, qui est complètement anti-spectaculaire, mais que tu sais très bien qu'il va arriver comme ça. Et pourquoi tu sais très bien qu'elle va arriver comme ça? Justement, c'est parce que c'est une histoire qui est déjà profondément ancrée. Tu vois, et donc il peut te la resservir 50 fois. C'est pour ça que c'est un mythe. Tu connais le déroulé, en fait, de cette histoire-là. Vous voyez ce que je veux dire? Non, moi, j'adore la notion de mythe dans le récit. Le problème, c'est qu'il faut qu'il y ait des personnages qui me transcendent. J'aimerais bien que tu me parles de mythe, mais ces personnages, ils n'existent pas. Ils sont transparents. Les personnages, ils incarnent une idée, une vision. Ils sont des porte-étendards de quelque chose sans l'incarner réellement. Et pour qu'un mythe d'école, il faut que derrière cette idée-là, il y ait une incarnation. Là, elle n'est pas là. C'est un cinéma complètement désincarné. Il travaille à désincarner tout ça. Mais c'est un truc qui se ressent même, ça s'améliore au fil du film. Mais pour l'immersion, par exemple, je trouve qu'il y a un vrai problème au niveau des deux acteurs principaux qui sont beaux comme des dieux, qui sont à nouveau parfaits pour tous les print screens qu'il va y avoir sur Instagram, etc. Mais l'actrice, dans les 40 premières minutes, c'est juste pas possible, quoi. Alors, je veux bien qu'elle veuille jouer la candeur, mais elle a les yeux écarquillés en permanence, la bouche entrouverte, comme ça. Parce qu'ils sont dirigés à la truelle. Parce qu'ils sont dirigés pour être beaux. C'est ça l'ennui. Tout est souligné, les regards, la manière de bouger. Tout est prétexte à se regarder filmer. À se regarder filmer, ouais. Non, mais au final, vous avez passé 1h30 pénible et moi, j'ai passé une heure et demie plutôt agréable. C'était plus long qu'1h30, malheureusement. Ouais, ça dure 2 heures. Bon, merci messieurs. On va passer tout de suite au conseil. Alors, en ce numéro 27, on va faire un tour de conseil un petit peu particulier puisque Lucien, Manu et moi-même allons vous parler de films qui ne seront pas traités dans Transmission. Lucien, tu commences ? Ouais, moi je vais vous parler d'une sortie qui est prochaine, parce que j'ai oublié la date, mais je sais que c'est bientôt et que ça sort en Belgique. Je vais vous parler de The Old Man and the Gun, le dernier film de David Lowery, que j'avais découvert un peu sur le tard, et en une soirée, j'avais vu ces 3 films en une soirée, à savoir... Les Amants du Texas. Les Amants du Texas, le remake de Peter Elliott le Dragon, et A Ghost Story.
Je les avais tous plus ou moins appréciés pour différentes raisons, 3 films très très différents. Pour des raisons culinaires. Pour des raisons culinaires uniquement. Donc le film met en scène un Robert Redford en braqueur septuagénaire dans une sorte de fuite à la Catch Me If You Can, mais senior. On peut y voir Tom Waits, Danny Glover, Sissy Spacek ou le jeune Casey Affleck qui a joué donc, dans 3/4 des films de Lowry. Avec ou Sandra. Mais au-delà du pitch, ticket de métro, c'est surtout l'histoire d'un homme qui veut pas mourir. Avec ce film, Lowry perpétue sa réflexion sur le temps qui passe. Certains de mes confrères auront pu moquer la longueur de certains plans de ses précédents films. Mais là où August Story, par exemple, se livrait plutôt à la mélancolie, à la poésie, traîner plutôt sur cette vague-là. The Old Man and the Gun est beaucoup plus léger, c'est presque un hymne à l'existence, à la vie qui bat. Et dans ce sens, le film est presque proche de certains films de Nicolas Ray, je trouve. Je pensais pas mal, par exemple, à La Fureur de vivre. À l'image de son acteur et protagoniste, le film est assez classique mais classieux. C'est une sorte d'hommage permanent au cinéma du Nouvel Hollywood. Il y a un jeu en allégorie permanente mais qui est jamais vraiment pompeux, même plutôt touchant, comme on avait pu le voir dernièrement dans La Mule de Eastwood, entre l'acteur vieillissant, la grande star d'Hollywood vieillissante, presque mourante, et un personnage qui fuit la mort dans des actes illégaux, à savoir transporter de la drogue dans La Mule ou braquer des banques dans The Old Man and the Gun. C'est des films vraiment qu'on peut mettre en parallèle sur beaucoup de points, sur une certaine réflexion sur des époques idéalisées, même si les finalités des films sont très très différents. Donc voilà, je pense pas que ce soit un grand film, c'est un film simple qui se prend pas vraiment la tête, qui arrive intelligemment, qui est assez rythmé. Pour le coup, le film fait 1h30, ça se regarde très très facilement. Robert Redford y est génial. Voilà. Merci Lucien. Manu. Moi, ça sera un conseil en forme aussi un petit peu de coup de gueule, puisque j'ai parlé du dernier film en date de Robert Zemeckis, qui est Bienvenue à Marouane, qui est sorti en début d'année en France et qui malheureusement a priori sera privé de date en Belgique, ce qui est quand même assez dommageable au vu de la carrière de Zemeckis et du film en lui-même, qui est, je pense, un petit peu un aboutissement d'une certaine période de sa filmo, depuis qu'il a commencé à travailler sur ce qui est le domaine de la performance capture, le cinéma virtuel, toutes ces réflexions qu'il a eues, où il a été un des pionniers de ce qui a accouché d'Avatar sous la direction de James Cameron, ou du Tintin de Spielberg. C'est l'histoire d'un dessinateur de BD, d'un caricaturiste incarné par Steve Carell, et qui va subir un trauma, qui va être violenté par des skinheads lors d'une soirée, qui va reconstruire dans son jardin des scènes de bataille à échelle réduite, avec des modèles réduits de figurines dans lesquelles il sera le héros, et donc il va se projeter dans ça. C'est tiré d'une histoire vraie, mais c'est vraiment un film qui est complètement qui transpire tout le cinéma de Zemeckis, qui paraît vraiment modelé pour son cinéma, pour lui. C'est un film qui rentre en résonance et qui pourrait être un film miroir du Ready Player One de Spielberg. C'est intéressant la manière dont ils se questionnent sur leur place d'auteur, leur place dans ce qu'ils ont incarné dans la pop culture. C'est aussi intéressant de voir, malheureusement, pour le coup, la mauvaise réception de Marouane, à la fois aux États-Unis ou en France, où il a assez peu performé, ce qui explique peut-être le fait que le film ne sortira pas en salle chez nous, et le fait que d'un côté, tout l'héritage de ces gens-là est pillé aujourd'hui, devient une sorte de trademark 80s, où les gens sans cesse lui redemandent à chaque film pourquoi vous ne faites pas un nouveau Retour vers le futur, et on se dépasse même plus pour voir les films de ces mecs-là qui sont toujours tout aussi passionnant, si ce n'est même plus. Merci. Je vais prendre la parole maintenant, puisque je vais vous parler d'un film qui sort ces jours-ci en Belgique, mais que j'ai eu la chance de voir autour de Noël en France. Donc, c'est le nouveau film de Mamoru Hosoda. Après La Traversée du Temps, Summer Wars, Les Enfants Loups, Ame et Yuki ou Le Garçon et la Bête. Ce film-ci s'appelle Mirai, ma petite sœur. Et c'est l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Kun, et qui va être confronté à l'arrivée dans le ménage de sa petite sœur. Le film se déroule quasi exclusivement dans la maison de sa famille.
C'est une bizarre maison d'architecte avec un jardin au milieu. Un jardin dans lequel le petit Kun, quand il est très énervé, va se réfugier et grâce auquel il est projeté dans des univers parallèles, fantasmatiques, un monde fantasmatique où il rencontre des espèces d'avatars en fait, des personnages de sa famille. Notamment la première fois qu'il est transporté dans ce monde, il va rencontrer son chien sous la forme d'un espèce d'hybride homme-chien comme ça. Et il va aussi rencontrer sa propre petite sœur, mais lorsqu'elle est adolescente. Voilà, moi j'attendais énormément ce film parce que j'adore les films de Mamoru Hosoda d'habitude. Et j'étais un tout petit peu déçu, mais je pense pour des mauvaises raisons. En fait, j'attendais une autre histoire épique, lyrique, un peu à la manière des Enfants loups ou de Garçon et la Bête, qui sont des films assez denses, assez touffus, assez longs aussi. Et là, c'est un film beaucoup plus court. On n'est pas du tout en fait dans ce registre-là. On est sur des enjeux plus modestes et sur un récit beaucoup plus structuré en petits chapitres, comme des petites étapes, des petites épreuves en fait que Kun va devoir traverser. Et donc en fait c'est peut-être un mode de récit, je pense, qui est notamment sans doute mieux adapté aux enfants en bas âge, même si le principe narratif peut s'avérer peut-être parfois un petit peu répétitif, même si toutes les échappées sont passionnantes, les rapports familiaux, l'évolution des rapports familiaux, tout ça, il y a beaucoup à dire, beaucoup à voir. On commence par une épreuve très comique et puis la dernière épreuve est même fout quasiment les boules dans une gare super effrayante. Et puis techniquement, c'est impressionnant avec toujours ce mariage entre la technique d'animation traditionnelle et la 3D, enfin un truc que Hosoda fait depuis plusieurs films maintenant et dans lequel il est passé maître. Voilà, donc ayant fait mon deuil du grand film romanesque et lyrique que j'attendais, je pense que je retournerai à ce film, même si c'est un récit plus haché, sans doute plus adapté aux enfants bas âge. Monsieur Rombaud. Oui, je voulais conseiller de ne pas aller voir le film d'Olivier Assayas, Double Vie. Non, c'est une blague. Je voulais conseiller de voir... Donc tu as vu le film d'Olivier Assayas, Double Vie ? Je l'ai vu. Bah, pourquoi ? Pourquoi je l'ai vu, tu veux dire ? Je voulais conseiller tout simplement de voir ou de revoir, parce que j'ai eu l'occasion de le faire pour la première fois, de voir les premiers films de Terrence Malick. Et mais j'avais des lacunes, j'ai essayé de les combler. Lucien a parlé de Sissi Spacek, tu as découvert Sissi Spacek dans La Balade sauvage pour la première fois de ta vie ? C'est vrai. Tu te dis putain, c'est la même chose que True Romance. Bref, je voulais conseiller de voir Les Moissons du ciel que j'ai eu l'occasion de voir récemment. C'est quand même une toute autre proposition de cinéma que Song to Song, bien que vous en ayez débattu sans moi. Parce que je trouve que dans la manière qu'il a de travailler à la fois sur l'ampleur et sur l'intimité, de travailler sur la mélancolie, la naïveté, le lyrisme. Je suis absolument d'accord, c'est un film immense, ce qui permet de rendre un tout petit hommage à Bruno Ganz, qui est un acteur que j'aime beaucoup et qui aura eu l'élégance apparemment de terminer sa carrière par un film de Malick qui sortira cette année ou l'année prochaine. Oui, Malick qui apparemment retourne à une narration plus classique. Juste après celui de Lars von Trier. C'est bien pour ça que je dis, il aurait eu l'élégance de partir sur un Malick plutôt que sur un Lars von Trier. C'est ça. Non mais si vous voulez, on fait un podcast spécial Les Moissons du ciel où vous parlez rien qu'entre vous, hein, les gars. C'est un très bon film. On pourrait faire un podcast c'est un très bon film, tout à fait. Spécial Malick. Bon, on fera peut-être un podcast spécial 3 premiers films de Terrence Malick. Merci beaucoup de votre attention. On se retrouve très très vite pour un programme chargé qui sera celui de mars où on va parler notamment du film de Jia Changke et du film de Adam McKay. Voilà, à très bientôt. Merci de votre écoute. Ciao.